Noël pointe vers le ciel ses bouts de sapin, mais nous avons décidé de vous parler à cette heure de malnutrition, de mort, de faim, de paludisme, d'analphabétisme. Oui, de grâce, n'oublions pas la misère. Nous devons déclarer l'état d'urgence de 500 millions d'enfants. Est-ce là, Gordon Carter, l'atroce vérité? Oui, Jacques Chancel, sans doute. Je pensais justement à ces chiffres lorsque je me rendais aujourd'hui à Paris. Je pense qu'il est à peu près impossible de savoir quel est le nombre véritable d'enfants dans la misère ou dans la nécessité. On avance des chiffres d'1 milliard, vous avez parlé de 500 millions. Ces statistiques, personnellement, ne m'impressionnent pas beaucoup. Je vais citer quelqu'un, je ne sais pas si c'est von Clausewitz ou Staline, qui a dit qu'une mort est une tragédie, mais qu'1 million de morts n'est qu'une statistique. C'est vrai et c'est faux. Nous utilisons en effet ce chiffre comme étant vraisemblablement le nombre d'enfants qui sont dans le besoin. Un chiffre peut-être beaucoup plus réaliste, plus saisissable, est celui de 10 millions d'enfants qui sans doute actuellement meurent de faim. Gordon Carter, vous êtes directeur de l'UNICEF pour l'Europe. L'UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. On pourrait dire que c'est la sauvegarde de l'enfance. Ces enfants, un jour, seront-ils sauvés? Car, pour le moment, nous sommes pessimistes. À la veille de Noël, peut-on avoir une éclaircie d'optimisme? Là, vous avez employé un verbe qui est sauver l'enfant. Oui, au sens le plus large, peut-être le plus noble du mot. Car il faut d'abord sauver leur vie. C'est une question de survie au départ. Ensuite, il faut pouvoir les aider à mieux vivre. Il faut donc se pencher sur leur santé, physique et morale, je dirais. Puis il faut les éduquer, il faut les préparer à la vie. Il faut même plus, il faut penser au milieu dans lequel ils vivent, l'environnement, expression qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui est tellement importante pour l'enfant du tiers-monde, car c'est souvent le milieu dans lequel il vit, le milieu physique, le milieu climatologique, le milieu économique, le milieu familial, qui détermine la vie qu'il connaîtra. Gordon Carter, bon, j'ai précisé que vous étiez directeur général de l'UNICEF pour l'Europe. Je devrais préciser parce que je suis tout à fait enthousiaste en vous écoutant. Vous êtes de nationalité britannique, bon, même si vous êtes né en France, mais vous parlez le français avec une telle aisance que je suis obligé de constater que vous devez passer de longues années chez nous. Je les ai passées. J'ai donc vécu en France les premières années de ma vie. J'ai fait l'école communale. Il vous plaira de savoir que j'étais le premier du canton au certificat d'études. Quel canton? De Sèvres, de Sèvres. Chancel, en 1936. Une belle pièce. Et que par la suite, je suis revenu en France brièvement pendant la guerre, ayant été abattu en 1943 au-dessus de la Bretagne. Comme pilote? Comme navigateur, navigateur, en fait, oui. Une subtile distinction. Et que par la suite, ma foi, c'est d'abord la Fédération américaine de secours aux enfants qui m'a ramené en France tout de suite après la guerre, où j'ai travaillé brièvement comme volontaire. Puis, après 2 années comme chef de mission de l'UNICEF à Budapest, j'ai retrouvé la France pendant près de 10 ans, car j'avais à Paris la responsabilité de nos actions en Europe de l'Est, en Europe méridionale et en Afrique du Nord. Bon, j'ai dit à l'instant que vous étiez né en France, mais que vous étiez de nationalité britannique. Je voudrais savoir quel est l'élément essentiel qui donne sa caractéristique à un homme. C'est une question typiquement Jacques Chancel. D'avoir confiance en soi. Et vous savez qui c'est qui me l'a appris? C'est mon fils. C'est extraordinaire. C'est un garçon qui nous a suivis un peu partout dans le monde, qui a été séparé passablement de nous pendant son éducation britannique. Sa mère est française. Sa mère est française, oui. Elle a eu beaucoup de mal à se faire à l'idée qu'Éric nous quitterait pour de longues années, encore que nous le voyons, grâce à Dieu, pendant les vacances de Pâques, de Noël et d'été. Et ce garçon a acquis un... Qui a quel âge? Il a maintenant 24 ans. Il a acquis un self-confidence tout à fait remarquable qui, je crois, a déteint sur moi au fil des années.
D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous citer ce qui pourrait être ma devise, qui est en fait une devise que m'a soufflé Éric. Il m'a dit une fois ceci, et je ne l'ai jamais oublié. Je vous le dis en français, bien sûr, car en fait nous nous parlons indifféremment en français et en anglais. Il m'a dit « Ne t'en fais pas, père. Ce qui est bon pour ton fils est bon pour son père. » Je trouve que c'est extraordinaire. Gordon Carter, après la fin de vos études, vous êtes engagé, c'était en 1946, et vous l'avez dit, comme volontaire auprès des comités américains et britanniques au secours de l'enfance. Mais quelque chose vous guidait, quelque chose vous entraînait à vous occuper de l'enfance, à vous occuper des enfants. Parce que vous êtes directeur général de l'UNICEF pour l'Europe, vous n'avez pas d'autre métier. Votre métier, c'est de vous occuper des autres. Oui, je suis d'ailleurs directeur tout court, et non pas directeur général, mais enfin, c'est une très grande importance. Non. Non, je ne crois pas que j'étais prédestiné à m'occuper d'enfants. En effet, je n'avais pas de métier, je n'ai pas de diplôme universitaire, je n'ai donc pas de profession, si vous voulez. Mais j'étais certainement très anxieux de retourner en Europe. L'Europe que j'avais connue dans des conditions si difficiles pendant la guerre. Et c'est peut-être les 2 mois que j'ai passés en France en 1943 et l'année et demie que j'ai passé en Allemagne comme prisonnier de guerre qui m'ont donné cette espèce d'impatience de retrouver cette Europe. Vous voyez, je suis rentré aux États-Unis en août 1945, tout prêt à partir à Okinawa faire la guerre contre le Japon quand la guerre s'est terminée. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu qu'une idée en fait, c'était de revenir en France. En France parce que, pour un tas de raisons, on y reviendra. Et cette occasion assez inattendue s'est présentée, où on m'a demandé si je voulais être en fait tout simplement chauffeur de camion pour la Fédération américaine de secours aux enfants, dont les entrepôts étaient au 2e sous-sol de la Samaritaine. Et c'est plutôt par ce biais-là que je suis rentré dans ce métier, que par un biais particulièrement pédiatrique, si vous voulez. L'UNICEF, je disais que c'était le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Vous êtes entré dans cette passion à vouloir les sauver, les enfants, en 1946. Et si j'ai de bonnes informations, l'UNICEF a 30 ans aujourd'hui. Un peu plus de 30 ans. Oui, eh bien 30 ans et quelques jours. Notre 30e anniversaire était le 11 décembre. 30 années extraordinaires. 30 années très semblables l'une à l'autre et pourtant très différentes l'une de l'autre. Très différentes d'abord parce qu'il y a eu une évolution extraordinaire dans ce que nous avons pu faire pendant ces 3 décades, partant d'actions de secours de masse les plus conventionnelles qui soient, y compris même la distribution de chaussures dans les pays européens sinistrés par la guerre, jusqu'à des actions qui aujourd'hui sont assez remarquables de par leur prétention, leur profondeur, leur projection dans le temps, des actions qui s'insèrent tout à fait dans le processus de planification nationale du développement du tiers-monde. Et pourtant, 30 années semblables, parce que l'UNICEF, tout en changeant de par ses moyens, de par une certaine politique, étant obligé d'ailleurs de changer, n'est-ce pas, pour être constamment, comment dirais-je, synchronisé en quelque sorte avec un monde en évolution rapide, il y a des aspects de l'UNICEF qui n'ont pas changé. C'est resté une organisation relativement petite, de par le nombre de collaborateurs. Combien ? Le cadre professionnel, ce qui est un anglicisme sans doute, mais enfin qui se comprend en français, se chiffre à quelques 1300 personnes de par le monde. Et ces 1300 personnes, auxquelles s'ajoutent bien sûr un bon millier de cadres locaux, ont tous été animés par une même foi. C'est le mot. C'est un sacerdoce ? Oui, je pense qu'il est juste de l'appeler comme cela. C'est un sacerdoce, c'est une passion. J'emploie ce mot parce que, en vous attendant, j'ai remarqué dans un journal la devise d'une société française que vous reconnaîtrez peut-être, mais que je ne citerai pas. Rien ne se fait sans passion. Rien ne se fait bien sans passion. C'est notre cas. Et sans amour ? Sans amour, oui. Qui dit passion dit sans doute amour. Nous sommes à l'UNICEF une équipe assez
habituel sur le plan des organisations internationales. Nous nous retrouvons bien sûr parmi nos collègues des autres organisations des Nations Unies, et pourtant nous avons quelque chose de particulier, peut-être possible à définir. Il y a un esprit de corps, il y a une conviction que nous faisons partie d'une organisation qui a une responsabilité exceptionnelle et que nous avons des façons d'agir et d'intervenir qui sont peut-être, vous me permettrez l'expression, particulièrement réussies. Donc, quel que soit le nom que vous attribuez à tout cela, c'est certainement quelque chose de tout à fait remarquable. Qui a inventé l'UNICEF? Qui a inventé l'UNICEF? Eh bien, en fait... Enfin, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Oui, il y a peut-être eu plus d'un inventeur, mais celui qui a sans doute le plus fait pour que cette organisation voie le jour était le professeur Reichmann, un Polonais, anciennement directeur du service d'hygiène de la Société des Nations, qui au moment de la dissolution de l'UNRWA, vous savez, cette grande organisation des Nations Unies pour la reconstruction et la réhabilitation des pays d'Europe après la guerre, M. Reichmann s'est dit, Dr Reichmann s'est dit, ce n'est pas possible de s'arrêter comme cela, il faut absolument que cette action continue au moins pour les enfants. Et les Nations Unies ont donc créé, il y a 30 ans et quelques jours, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dans le but de poursuivre l'action de l'UNRWA, mais à l'intention de l'enfance de l'Europe sinistrée. C'est à cette époque d'ailleurs qu'on m'a proposé de rentrer à l'UNICEF, comme on dit, pour une période de 4 mois. Et on m'a dit, écoutez, il s'agit de 4 mois et pas un jour de plus. Alors, comme j'étais encore volontaire, n'est-ce pas, aux fédérations britanniques et américaines de secours à l'enfant, il était bien temps que je trouve en quelque sorte, sinon un métier, tout au moins une activité rémunérée. Et j'ai accepté très volontiers parce que non seulement il y avait la rémunération, mais je voyais en l'UNICEF la perspective de faire ce que je faisais déjà, mais sur un plan beaucoup plus important. Eh bien, ces 4 mois sont devenus 30 ans. On s'aperçoit que vous connaissez bien votre monde, puisque vous avez été en poste un peu partout, en Hongrie, vous le signaliez tout à l'heure, au Guatemala, dans les Caraïbes, à Paris pour l'Europe, à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest, dans l'Asie du Sud-Est, et maintenant vous êtes installé à Genève, et je sais bien que vous n'aimez pas les chiffres, Gordon Carter, mais je suis bien obligé de vous les infliger. Aujourd'hui, 1 milliard d'hommes souffrent de malnutrition, 645 millions de personnes vivent dans une misère absolue, les 2 tiers de la population mondiale demeurent encore inaccessibles aux plus élémentaires services de santé, de nutrition et d'éducation. Lorsqu'on lit ces chiffres, les 2 tiers de la population mondiale, on n'arrive pas à y croire dans ces horizons de gaspillage, et nous sommes tous fautifs. Alors moi, je me pose la question tout à fait bêtement, tout à fait naïvement, sommes-nous tellement insensés, tellement indifférents, tellement intolérants, tellement égoïstes? Tellement, je ne le pense pas. Il est difficile d'abord de se faire une véritable idée de ce que représente tout cela quand on ne l'a pas connu. Et je vous dirais qu'ayant vécu parmi ces peuples qui connaissent donc cette misère, je ne l'ai pas connue. Je n'ai fait que la voir, la ressentir peut-être, mais la connaître non. Je suis persuadé qu'il est impossible de connaître une chose si on ne l'a pas soi-même vécue. Bien. Donc, il est d'autant plus difficile pour des Européens ou des Nord-Américains ou des Australasiens, n'est-ce pas, qui n'ont pas l'occasion de vivre dans ces milieux, de travailler parmi ces gens, de travailler avec eux et pour eux, d'être vraiment conscient de ce que tout cela représente. Moi, je ne pense pas que c'est de l'égoïsme au sens étroit du mot. Je crois qu'il y a peut-être dans tout cela un manque d'information, comment dirais-je, un manque de communication entre les différents éléments de la société humaine. Je suis persuadé qu'avec le temps, nous nous rapprocherons les uns des autres et que ces grandes différences qui existent, par la force des choses, seront obligées de diminuer. Néanmoins, je crois que le monde est assez sensibilisé maintenant
à la nature et à l'échelle de ces problèmes, et je crois qu'en particulier lorsqu'il s'agit de l'enfant, il est raisonnable d'espérer que les gens du Nord, si vous voulez employer ce terme, ou de l'Ouest, fassent un effort pour les gens du Sud ou de l'Est. Je ne vais pas rentrer dans des arguments économiques à savoir si c'est pour leur propre bien ou non, mais j'estime qu'il y a quand même un élément de solidarité humaine sur le plan universel et que l'UNICEF est une des organisations, Dieu sait pas la seule, mais l'une des organisations qui permet quand même aux gens de manifester cette solidarité. Au moment de Noël, il est juste, Gordon Carter, de penser à tous ceux qui ne participeront pas à la fête. Radio France est allé souvent à la rencontre de cette vérité. Et d'ailleurs, dans ce même moment des fêtes, Antenne 2 prévoit le mercredi 29 décembre, justement dans ce cadre des fêtes, au moment où l'on pense qu'au divertissement, et c'est bien normal, d'ailleurs la fin de l'année doit être heureuse, une émission qui peut-être peut faire peur par son titre, parce que ce titre est celui-ci, Tant que les hommes auront faim. Il s'agit d'une grande enquête à travers le monde, et Roger Pic, qui en est le responsable avec Charles Bodina, est là près de nous. Et je voudrais savoir un peu comment il a rencontré ce monde, car il s'agit, je crois, pour nous tous, hommes de radio, de télévision, de presse, de prouver qu'un sujet grave n'est pas pour autant ennuyeux et qu'il est des vérités, qu'il faut savoir regarder en face, même au moment de Noël et même au moment des réjouissances familiales. Alors Roger Pic, comment avez-vous rencontré ce monde dont nous parlons avec Gordon Carter? Moi, je suis toujours effrayé par ce chiffre, c'est 645 millions de personnes qui vivent dans une misère absolue. Je sais que très souvent, on a eu l'occasion sur les chaînes de télévision et à la radio d'aborder ces problèmes. Mais je pense que l'information a besoin d'être répétée souvent et on a besoin aussi de se servir de l'image pour prouver un peu quelle est la détresse du monde dans les pays du sous-développement. Il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi qui soit faite par rapport aux prospectives de la planète. Et c'est là où les experts, avec leurs chiffres, qui rebutent peut-être M. Gordon Carter, mais qui doivent être pris en considération, ces chiffres, il y a une natalité galopante dans les pays pauvres, et c'est là où il y a une certaine inquiétude par rapport aux ressources naturelles de la planète. Il faut peut-être aussi réfléchir sur ce qui nous attend à la fin du siècle. Ça n'est pas si loin, et nos enfants vont être confrontés à des problèmes peut-être solutionnables si on les prend à temps. Il y a une volonté qui s'exprime là-dessus. On parle beaucoup de la nécessité d'une mondialisation, de problèmes, d'un rééquilibrage des données économiques. Il y a la conférence Nord-Sud, mais nous savons aussi qu'elle est dans l'impasse et qu'on a encore beaucoup à faire pour trouver des solutions. Alors, nous ne voulons pas aller vers une information qui débouche sur le désespoir. Nous voulons simplement amener des éléments de réflexion à nos téléspectateurs, et nous voulons aussi prouver qu'une action de solidarité existe déjà et que l'UNICEF est une des organisations internationales qui a peut-être agi le plus activement dans ce sens, et qu'il faut aussi penser à améliorer ce soutien, cette solidarité internationale. Il faut aider l'UNICEF. Il faut aider l'UNICEF, bien sûr, mais nous voulons montrer comment l'argent qui va à l'UNICEF est utilisé, car on n'en est plus à distribuer systématiquement de la nourriture à ceux qui en ont besoin, ce qui est une solution à court terme indispensable sans doute, mais qui ne résout pas les problèmes à long terme. Et nous voulons prouver par nos reportages que l'UNICEF maintenant applique des programmes que M. Gordon Carter peut peut-être expliquer maintenant, mais qui sont orientés dans un autre sens et qui est beaucoup plus constructif. Alors là, il y a le titre « Tant que les hommes auront faim ». Quels sont les pays où les hommes ont faim? Un peu partout, y compris même dans les pays développés. Bien sûr, il y a des problèmes de relations économiques. Alors Gordon Carter. Eh bien, pour vous donner une réponse simpliste, je citerai toute la ceinture centrale sahélienne de l'Afrique, en allant de l'ouest à l'est. Je citerai bien sûr le sous-continent indien, le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan peut-être, le Bangladesh. Je citerai surtout des endroits auxquels on ne pense pas souvent. Ce ne sont pas des pays entiers qui ont faim. Je pense qu'il n'y a aucun pays du monde où tout le monde a faim, au sens où vous l'entendez. Il faut que l'on s'en rende compte maintenant qu'il y a des pays où beaucoup de gens ont faim, mais qu'il y a surtout énormément de pays où il y a beaucoup de gens dans certaines régions de ces pays qui ont faim. Notre politique à l'UNICEF, et nous ne sommes pas la seule à l'appliquer, mais je crois que nous avons joué un rôle important
dans cette prise de conscience qui devient rapidement générale, sinon universelle, c'est d'essayer d'atteindre ceux qui ne l'ont pas été par les actions de développement et les actions humanitaires. Une petite phrase remarquable en anglais de 3 mots, « reach the unreached », ce qui veut dire en fait enfin d'atteindre ceux qui sont restés en dehors du circuit. Et c'est là vraiment que se pose le problème. Ce ne sont pas nécessairement les gens dans les quartiers modernes des villes, et il y en a dans tous les pays en développement du monde, ce ne sont pas des gens qui habitent sur les grands axes routiers, ce ne sont pas les gens qui habitent dans les régions avec une économie valable, il y en a partout, ce ne sont pas les gens tellement des régions ayant des climats tempérés, ce sont les gens habitant la montagne, habitant les régions à sécheresse chronique. Les gens loin des grandes routes, je dirais même des grands chemins, et Dieu sait s'il y en a dans le monde en développement, les gens des bidonvilles, c'est-à-dire cette masse d'êtres humains qui restent largement en dehors de ces grandes actions internationales, bilatérales et nationales, qui par la force des choses, n'est-ce pas, sont exploitées par les gens qui ont les moyens d'en profiter. Alors ces gens-là sont importants, bien sûr, mais dans l'ensemble, l'action de l'aide au développement s'est laissé en quelque sorte trop facilement tenter par ces milieux-là. Et il faut maintenant un effort délibéré. Dieu sait s'il sera difficile parce que nous pénétrons, n'est-ce pas, non seulement dans des régions géographiques et physiques, mais même des régions humaines, si on peut employer le terme, où il n'y a presque pas d'infrastructure. Et pourtant, c'est là où nous devons aller. Il y a également un grand point d'interrogation, Gordon Carter. Nous sommes tous prêts à aider l'UNICEF et à aider toutes les autres associations qui s'occupent de l'enfance. Mais devant ce chiffre quand même énorme, un demi-milliard d'enfants sous-alimentés, on peut se poser la question, l'égoïsme des nations. Les nations ont quelque chose à faire, il ne faut quand même pas toujours attendre du particulier. Non. Les pays ont leur rôle à jouer. Les pays ont tout d'abord leur rôle à jouer. Je voudrais, avant de me permettre une remarque à ce sujet, d'en faire une autre, parce qu'elle précède en quelque sorte ce que j'aimerais vous dire. L'action de l'UNICEF, comme celle de beaucoup d'autres organisations se penchant sur le sort des gens, y compris celui des enfants, est une action qui est bien sûr directe. C'est une action qui apporte tout de suite et immédiatement un certain nombre de choses qui sauvent la vie, protègent la vie, améliorent la condition de vie d'un grand nombre d'enfants. Mais c'est une action qui se veut double, parce qu'elle cherche à agir ainsi de telle sorte qu'en fait, elle crée des points de départ qui peuvent se multiplier d'eux-mêmes dans le pays. Le rôle d'une organisation des Nations Unies à caractère social, car nous sommes une organisation des Nations Unies à vocation sociale, n'est pas de résoudre tous les problèmes des pays en développement. C'est impossible d'ailleurs. Personne ne pourrait le faire du jour au lendemain. Notre rôle, c'est d'aider les gouvernements de ces pays, les organisations nationales de ces pays, les populations de ces pays à s'organiser elles-mêmes pour pouvoir le faire. Donc le facteur de la multiplication de l'effort est en quelque sorte la clé des grands principes de l'action de l'UNICEF. Vous me permettrez quelques mots en hindustani, parce qu'ils disent parfaitement ce que je veux dire. Un karnewala est en hindi ou en hindustani un homme qui fait quelque chose. Karna, c'est le verbe faire, et wala, c'est une personne qui agit dans le sens du verbe. Un karanewala est un homme qui fait faire quelque chose par un autre, et un karwanewala est un homme qui fait faire quelque chose par un autre, par une troisième personne, n'est-ce pas? À l'UNICEF, nous sommes bien sûr des karnewalés, parce qu'il faut que nous agissions dans l'immédiat, mais nous sommes surtout des karanewalés et des karwanewalés, c'est-à-dire des gens qui, de par la nature de notre politique et de notre façon d'intervenir, essayent d'obtenir que ce soit les nationaux de ces propres pays qui prennent eux-mêmes leurs problèmes en main. Et alors vos chiffres gigantesques, n'est-ce pas, inconcevables, de centaines de millions, deviennent possibles à la longue, je l'avoue. Qui sont vos chiffres aussi, hein? Ce sont les chiffres, ni les miens ni les vôtres, n'est-ce pas? Ce sont les chiffres. Ces chiffres-là ne nous effraient pas
dans ce sens que nous savons que si l'action que nous menons et que mènent d'autres est une action qui se traduit par une prise en charge par les autorités nationales du pays, n'est-ce pas, de ces problèmes, que l'on peut en quelque sorte atteindre tout au moins une partie importante de ces chiffres. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, Jacques Chancel, combien d'enfants l'UNICEF touche directement aujourd'hui. Je vous dirai des dizaines de millions et je n'en sais pas plus. Mais la vérité dans toute cette affaire, c'est que la plupart de nos actions sont des actions à long terme, sont des actions incorporées dans la planification nationale du développement, sont des actions prévues et planifiées sur un certain nombre d'années, sont des actions auxquelles nous nous accrochons le temps qu'il faut. Et moi, je pourrais vous citer des programmes auxquels j'ai participé en Inde, où nous étions dans la 25e année de l'intervention de l'UNICEF. Parce que cette conception un peu simpliste, n'est-ce pas, qui prévaut dans le monde, qu'un dit projet de 2 ans ou un dit projet même de 5 ans peut en fait aboutir à un résultat définitif, en général, ce n'est pas vrai, à moins que ce soit une action assez spécifique et limitée dans le temps et dans l'espace. Non, il faut avoir, et vous ne m'avez pas demandé ce qui est peut-être la caractéristique la plus importante d'un homme ou d'une femme de l'UNICEF, il faut avoir énormément de patience. Il faut avoir aussi énormément de persévérance. Lorsqu'on est à l'UNICEF depuis 1946, on sait qu'on a de la patience. Eh bien, on le sait, on ne le sait pas, mais on se rend fichtrement compte qu'on en a beaucoup besoin. Et qu'il y en aura encore beaucoup besoin pour les années à venir. Toujours. Mais vous me disiez à l'instant, Gordon Carter, que les nationaux devaient entrer dans le jeu. Mais il y a tout de même quelque inquiétude à avoir, parce que partout dans le monde, on se bat pour de la politique, et souvent pour de la basse politique. Vous disiez, vous aviez raison, qu'il fallait se battre et travailler à long terme. Or, en politique, on travaille à court terme. On travaille pour les élections prochaines. Alors, est-ce qu'on va travailler pour vraiment le bonheur du monde? Eh bien, c'est encore un indianisme, sinon du hindustani. En Inde, on dit « it is there », c'est là. C'est un fait. La politique existe partout. La façon de gérer leurs affaires des hommes est peut-être au fond assez semblable dans tous les pays du monde, encore qu'en général, elle est plus visible chez le voisin que chez soi. Nous réussissons à l'UNICEF, je vous le dirai très franchement parce que c'est vrai, à tenir le coup malgré tout cela, et à avancer, parce qu'il y a dans notre action cet élément de perspective à long terme, cette volonté d'aboutir, cet engagement profond du personnel de l'UNICEF dans le travail qu'il accomplit, ce qui est un élément très important. Et il y a aussi, comment dirais-je, ce refus, n'est-ce pas, de se laisser en quelque sorte dérouter par des considérations qui ne sont pas les considérations essentielles de l'organisation. Je ne sais pas si vous m'auriez posé cette question, mais je vais y répondre quand même parce que je crois qu'elle est importante. Vous auriez pu me demander, mais comment est-ce que vous réussissez à collaborer en tant que particulier, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, avec vos propres croyances, etc., avec des régimes tellement différents? D'abord, quelles sont vos propres croyances? Eh bien, mes croyances sont des croyances simples. Je ne crois pas que je vois la vie d'une façon compliquée. Je suis satisfait de pouvoir faire quelque chose d'utile. Je suis très heureux dans ma vie privée. Je suis presque un homme sans problème. Alors, être sans problème n'est pas une croyance, mais pourquoi pas au fond. Mais je voudrais revenir un instant à cet aspect de la question parce que ça m'a posé des grands problèmes de conscience. Je me suis trouvé très souvent dans des situations extrêmement désagréables sur le plan personnel. Et c'est un élément de la vie d'un fonctionnaire international qui n'est pas suffisamment connu. C'est le funambulisme. C'est l'obligation de maintenir une ligne absolument droite, quelles que soient les interférences, n'est-ce pas, extérieures à votre tâche qui essayent de vous basculer dans le vide à gauche ou à droite. J'ai collaboré avec des régimes républicains, monarchistes, socialistes, fascistes, communistes,
Et tant que je suis à l'UNICEF, je continuerai à le faire. Avec la même ardeur. Oui, parce que ces régimes, pour moi, et je crois que c'est vrai pour nous à l'UNICEF, sont un moyen vers une fin. Et la fin, ce sont, vous voyez, j'ai dit la fin pour le fin, la fin, ce sont en quelque sorte, je m'excuse, je reviens sur mes mots, la fin, c'est donc l'enfance de ces pays. Ce ne sont pas les gouvernements en soi qui sont la préoccupation de l'organisation. Les propres responsables de ces gouvernements seraient les premiers à le reconnaître, car si vous assistiez à une réunion de notre conseil d'administration, vous seriez peut-être étonné, comme beaucoup de gens l'ont été, de voir avec quelle sincérité ce conseil d'administration se penche sur les vrais problèmes de l'enfant dans le monde et essaye dans toute la mesure du possible, ce qui, en les temps qui courent, n'est pas tellement facile, de ne pas se laisser dérouter en quelque sorte par des considérations politiques ou autres. Gordon Carter, vous avez dit, et vous avez bien dit, que vous collaboriez avec tous les pays du monde, quels que soient les régimes. Vous avez donc une fréquentation de toutes les idées. Vous avez également, dans le même temps, une croyance et une politique, un cœur qui bat, et souvent opposé justement à ces régimes-là. Restez-vous tout de même vous-même? Oui, Jacques Chancel, je crois que je reste moi-même. Et c'est peut-être un petit peu parce que je suis soumis à tellement d'influences différentes que je suis en quelque sorte maintenu dans mon propre droit chemin. Je vous l'ai dit plus tôt, je crois que je suis foncièrement un homme simple. Les hommes simples ont peut-être moins de problèmes avec la vie, moins de problèmes avec leur métier, leur profession. Je suis persuadé du bien fondé de ce que je fais. Je le fais dans des conditions de vie, je dirais, idéales en ce qui me concerne. Je ne sais trop que vous dire en réponse à votre question, parce que si j'avais des gros problèmes, je pourrais peut-être vous les déballer. Vous êtes catholique, protestant? Je ne sais pas. Je vais vous donner une réponse qui va vous étonner. Lorsque je me suis engagé dans la Royal Canadian Air Force en 1941, il a bien fallu que je déclare ma religion. Alors, je sortais d'un cours de religion comparative dans un collège américain et j'étais bien persuadé que j'étais taoïste. Alors on m'a dit, écoutez, ça n'existe pas, vous êtes catholique, protestant ou juif, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous n'avons pas d'autres jetons à vous donner. Taoïste, on n'y avait pas pensé. Du coup. Alors on m'a donné une plaquette d'identification qui disait tout simplement OD, ce qui veut dire Other Denomination, donc dénomination autre. Et ma foi, je l'ai toujours, et c'est peut-être en fait ce que je suis. Politique, alors, conservateur, travailliste? Parce que je le rappelle, vous êtes oui, anglais, oui, même si vous parlez remarquablement notre langue. Je suis ni conservateur, ni travailliste, ni RPR, ni socialiste, n'est-ce pas? Vous avez devancé ma question, parce que je me demandais ce que vous étiez en France. Oui, eh bien, je ne me pose même pas cette question. Je crois qu'en faisant abstraction de la politique politicienne et des étiquettes, n'est-ce pas, que l'on donne à ces noms de partis politiques, si je me référais à la définition véritable des mots, je vous dirais peut-être plutôt libéral. Bon, je ne sais pas trop ce que cela veut dire sur le plan de la politique de tous les jours, la politique partisane. Attentif aux autres. Oui, attentif aux autres, avec un certain élément de liberté dans ses pensées et dans ses gestes, encore que je reconnaisse, et Dieu sait si à l'UNICEF nous sommes obligés non seulement de le reconnaître, mais de le mettre en application, qu'il faille bien qu'il y ait un élément d'organisation collective, n'est-ce pas, dans la vie à laquelle nous appartenons. Gordon Carter, je le reprécise, vous êtes directeur de l'UNICEF pour l'Europe. Vous êtes à peu près 2500 au total à vous occuper de cette association, et sans doute beaucoup de ceux qui nous écoutent en ce moment, du moins certains, seraient tentés peut-être d'entrer dans votre compagnie. Alors que faut-il faire? Est-ce une situation d'avenir? Est-ce seulement une vocation? Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un sacerdoce. Faut-il se mettre au service des autres? Est-ce du bénévolat? Eh bien, il y a différentes façons de participer, je dis bien de participer à l'action de l'UNICEF. Il y a d'abord la façon qui est la plus
comment dirais-je, à la portée de la plupart des gens, qui est d'appuyer l'action des comités nationaux pour l'UNICEF dans leur propre pays. Il y en a une trentaine de par le monde, dont 24 en Europe. Il y a donc en France le comité français pour le FIS UNICEF qui mène une action d'une envergure considérable dans ce pays, ayant non seulement son siège à Paris, mais quelques 50 sous-comités départementaux. Donc, toute personne qui croit en cette action peut immédiatement prendre la tâche d'un des sous-comités ou du comité français pour l'UNICEF. Il y a ensuite la possibilité, bien sûr, d'être admis dans les cadres de l'UNICEF. Ce n'est pas tellement facile parce qu'étant relativement peu nombreux, il n'y a pas tellement de personnes engagées d'année en année. Il y a actuellement 23 Français dans les cadres professionnels de l'UNICEF. Nous sommes obligés de tenir, dans une certaine mesure, compte de la répartition géographique, étant une organisation des Nations Unies. Il y a aussi quelques jeunes gens qui, à titre de volontaires, travaillent sur le terrain avec les collègues de l'UNICEF. Nous sommes fréquemment sollicités par des jeunes gens qui voudraient travailler 1 an ou 2 en Inde ou ailleurs, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas les prendre comme cela, en quelque sorte, n'est-ce pas, de la rue. Il faut qu'il y ait une organisation nationale qui les parraine pour que nous puissions les prendre en charge. Donc il y a ces différentes façons de collaborer avec l'UNICEF. Il y en a même une autre, et il y a des millions de Français qui s'y prêtent, et je les en remercie chaleureusement, c'est d'acheter les cartes de vœux de l'UNICEF, ce qui est une petite façon. C'est votre rentrée d'argent, là. C'est une de nos rentrées importantes d'argent. Le 10% du budget total de l'organisation. Quel est le budget total de l'organisation? 54 milliards d'anciens francs, je crois. Eh bien non, à peu près. Il est passé l'année dernière à 725 millions de francs. Je parle en nouveaux francs maintenant. Oui, moi je parle toujours en ancien parce que ça choque beaucoup de gens. 72 milliards là. Moi aussi, mais j'avais fait l'effort de parler en nouveaux francs pour cette interview. Bon, donc 725 millions de nouveaux francs. Le 10% environ est représenté par le bénéfice net des cartes de vœux. Je dis le bénéfice net et non pas les recettes, parce qu'il y a quand même des frais de production, de distribution, de commercialisation, de promotion. Mais le 10% provient des cartes de vœux. Gordon Carter, nous pourrions parler avec vous, comme vous l'avez d'ailleurs déjà fait, des enfants d'Indonésie, du Bangladesh, de l'Inde, de toutes ces victimes qui manquent terriblement de vitamine A, c'est-à-dire qui risquent la cécité, mais il y a également ce qu'il faut évoquer, c'est le taux de mortalité, parce que, alors là, 50% pour les moins de 5 ans, alors que pour l'Europe, je crois que le taux est de 3%, 47% d'écart. Oui, bon, s'il vous plaît, n'appliquez pas ce pourcentage à l'ensemble du monde en développement. Vous êtes là pour rectifier les chiffres. Non, je ne rectifie pas le chiffre parce qu'il est absolument juste pour certaines parties de certains pays. N'est-ce pas? J'en reviens à ce que je vous avais expliqué plus tôt. Il y a des régions de pays relativement développés où, en effet, la moitié des enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5-6 ans. Il y a peu de pays, ma foi, où l'ensemble des enfants de cet âge meurent à raison de ce pourcentage. Un chiffre qui est peut-être plus représentatif de l'état général des choses, encore que je n'aime pas beaucoup généraliser, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être 2 enfants sur 10 mourant avant l'âge scolaire, et ce n'est qu'un âge scolaire, parce qu'il y a des grandes chances qui n'iront pas à l'école de toute façon. 2 enfants sur 10. Oui, 2 sur 10, sûrement. 5 sur 10, ici, là. Je me permets d'ailleurs une parenthèse. L'expression enfance d'âge préscolaire est une expression très utilisée dans nos milieux. C'est le professeur Robert Debré qui m'a fait remarquer une fois que c'est une expression qui ne voulait pas dire grand-chose. Elle ne pouvait jouer que pour des enfants qui avaient l'espoir d'aller à l'école. Et comme la plupart des enfants d'âge préscolaire des pays en développement ne mettront jamais les pieds à l'école, c'est donc une expression qui ne dit pas ce qu'elle veut dire. Gordon Carter, vous m'avez dit à l'instant que le budget total de votre association, c'est-à-dire de l'UNICEF, était de 725 millions de francs. Je dis en francs,
parce qu'il faut être correct, et vous m'avez donné une leçon puisque vous êtes mis à l'époque. Et c'est très bien. Alors, 725 millions de francs. Vous avez besoin de combien? Car, d'une certaine manière, vous faites l'aumône. Mais c'est bien de le faire de cette manière aussi. S'il y a un mot que je n'aime pas, c'est celui de l'aumône. Il ne faut pas avoir peur des mots. Non, enfin, c'est une question de définition des mots, plus exactement de la connotation que l'on donne aux mots. Oui, nous demandons au gouvernement et au public d'appuyer notre action matériellement, c'est-à-dire financièrement. Nous leur demandons, bien sûr, ce qui est presque plus important, de l'appuyer moralement et intellectuellement, mais également, bien sûr, financièrement. Alors, vous me dites, de combien a-t-on besoin? Question sans réponse. Hélas, je vous dirais que le directeur général de l'UNICEF cherche à atteindre un chiffre d'environ 1 milliard de nouveaux francs dans les 2-3 années qui viennent. Bon, ce n'est pas une augmentation très considérable, étant donné que l'inflation, n'est-ce pas, grignote toute augmentation. Ce n'est pas un chiffre impossible non plus. Ça dépend d'une chose, ça dépend de la volonté des pays, n'est-ce pas, d'appuyer cette action. Moi, je me permets de demander à d'illustres personnalités auxquelles je rends visite dans mes voyages quasi constants en Europe, et je ne vous cacherai pas qu'en 3 ans, j'ai rendu visite à 30 pays européens et que je continue, c'est mon travail, n'est-ce pas? Je leur tiens ce langage, je leur dis, vous avez beaucoup de sympathie pour l'UNICEF, on vous en remercie. Vous avez même l'amabilité de nous dire que vous jugez que notre action est utile. Oui, on en est convaincu, mais ça ne suffit plus. Il faut que vous décidiez si elle est nécessaire, et j'irai même plus loin, si elle est indispensable, car si elle est nécessaire, et raison de plus si elle est indispensable, donnez-nous les moyens de la réaliser. Bon, c'est un langage qui a ses échos ici-là, car certains pays augmentent très sensiblement leurs contributions. Mais certains dirigeants ou certains fonctionnaires de l'UNESCO ont décidé de donner 1% de leur salaire. C'est une bonne initiative? Oui. J'ai lu cela quelque part. Il y a eu plusieurs initiatives de ce genre. Bien sûr, je vous répondrai que c'est une bonne initiative. Elle est même assez courageuse parce que 1% du salaire d'un fonctionnaire international, c'est quand même une somme tout à fait... c'est pas une somme considérable, mais enfin c'est une somme appréciable. Et je crois qu'en effet, c'est un geste très valable. Maintenant, je ne vais pas, étant donné l'heure, m'étendre dans une diatribe sur la vie du fonctionnaire international, encore que ça se prête merveilleusement à une interview. Oh, ça fera une émission particulière. Oui, parce que Dieu sait si on est mal conçu, mal compris, mal aimé de par le monde. En partie à raison, en grande partie à tort, je vous dirais. Donc je crois qu'il est excellent que des fonctionnaires internationaux consacrent 1% de leur salaire à cette action, mais je crois qu'il serait encore plus excellent si des gens qui ne sont pas déjà engagés dans cette bataille, n'est-ce pas, du mieux-être des peuples du monde, le fassent également. Gordon Carter, bien évidemment, beaucoup de bénévoles s'occupent de l'UNICEF. Enfin, je crois qu'ils sont bénévoles, car on les voit là, dans tous ces galas que vous organisez, qui sont très utiles. Il y a le gala, d'abord, qui la plupart du temps est très beau, mais il y a également son efficacité. Je pense à des hommes comme Danny Kaye, Peter Ustinov, beaucoup d'autres d'ailleurs. Ceux-là vous sont très utiles. Hein. Oui. C'est l'efficacité, ça, au premier plan. Écoutez, ce genre d'intervention, de manifestation ne plaît pas à tout le monde. Oui. Il y a des gens qui estiment que ce n'est pas de la dignité d'une organisation telle que la nôtre que de s'associer à des manifestations, comment dirais-je, spectaculaires, qu'elles soient théâtrales, cinématographiques, sportives ou autres. Il y a des gens qui, par contre, jugent que c'est absolument indispensable parce que c'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître l'organisation auprès du grand public, n'est-ce pas ? Vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez à ce sujet. Moi, je vous dirais tout simplement, car je crois que je réponds de façon précise à votre question, oui, l'action de ces personnalités est très importante pour l'UNICEF et lui apporte beaucoup. On peut dire, Gordon Carter, que votre association et les autres qui sont bâtis sur le même principe sont une chance de survie, et je crois que à ces moments-là, on peut reprendre le vieux cri qui était lancé lors des naufrages.
les femmes et les enfants d'abord, et ça n'est pas un cri ou un geste chevaleresque, c'est, je crois, le principe même de la sagesse, non? Jacques Chancel, la femme et les enfants ne sont pas des voyageurs parmi les autres, n'est-ce pas, sur ce paquebot en détresse. Ces femmes et ces enfants représentent les 2/3 de la population des pays en développement. C'est un facteur qui est si souvent oublié, non seulement de la part des gens de l'Occident comme nous, mais de la part des dirigeants des pays en question. J'ai eu l'avantage et le plaisir de prendre le thé il y a quelques années avec Mme Bandaranaike à Colombo, donc le chef de l'État de Sri Lanka, et de lui demander pourquoi ces planificateurs du développement semblaient se pencher si peu sur l'enfance du pays. Se pencher spécifiquement sur les problèmes de l'enfant. On se penche sur les problèmes en s'occupant du reste. Et elle m'a dit, oh, mais vous savez, nous avons des grands problèmes, celui de l'emploi, celui de la production alimentaire, celui des termes de l'échange, etc. Je lui dis, mais madame, je me permets de vous faire remarquer que la moitié de votre population est constituée par des enfants. Votre planification nationale du développement doit donc faire un effort, grosso modo, de moitié, n'est-ce pas, en faveur de l'enfant. Alors, ceci ne veut pas dire des choses qui sont exclusivement au bénéfice de l'enfant, car nous avons appris au cours de ces 30 années qu'il y a relativement peu de choses que l'on puisse faire qui ne touchent que l'enfant. Vaccination, oui. Vitamine A contre la cécité, oui. Un programme d'amélioration de l'enseignement primaire, oui. Mais la plupart des choses touchent la famille, touchent la collectivité dans laquelle vit l'enfant. Et c'est pourquoi l'UNICEF ne pousse pas à des actions qui soient uniquement pour l'enfant, mais à des actions qui sont indispensables à l'enfant. Ce n'est pas la même chose. Vous connaissez, Gordon Carter, cette très belle phrase d'Albert Camus, ce n'est pas la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait plutôt que cette souffrance ne soit pas justifiée. Le fait que la souffrance ne soit pas justifiée. Et je me demande si les pays le comprennent bien. Enfin, on le comprend, mais on a du mal à s'en occuper, parce qu'on préfère que les autres s'en occupent. Oui, sans doute. Vous savez... La peur des responsabilités. Non, je ne sais pas si c'est la peur des responsabilités, c'est l'éloignement de toutes ces choses. Je vous l'ai dit plus tôt, ma femme et moi, nos enfants, nous avons vécu de longues années dans les pays que vous avez nommés, à Delhi, à Dakar, à Guatemala et ailleurs, parmi des gens qui connaissaient tous ces maux, tous ces problèmes, toutes ces difficultés que nous avons évoquées. Nous en étions très conscients. Je dirais même que nous en souffrions à notre manière, mais ces problèmes ne pouvaient pas nous toucher comme ils touchaient les intéressés. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est de vous demander si vous avez souffert de la faim. Vous êtes obligé de dire non si en fait vous n'avez jamais souffert de la faim. Et on ne sait pas ce que c'est à ce moment-là. Bon, alors moi je n'ai pas souffert de la faim comme malheureusement le font tant de gens, mais quand j'étais prisonnier de guerre, je vous dirais que j'ai eu faim et que j'ai une certaine petite idée de ce que ça peut représenter quand on n'a rien à manger. Ça représente l'idée suivante qu'on ne pense qu'à cela, un point fini. Et c'est quand même terrible, parce que des gens qui avaient le niveau intellectuel, d'éducation, de formation sociale que nous avions, nous en étions arrivés après quelques mois à ne penser qu'à cela. Alors mettez-vous maintenant à la place des dizaines et des centaines de millions de gens qui sont tous les jours dans cet état. Oui, mais Gordon Carter, il faut également persuader les pays de se mettre en face de ces problèmes, les propres pays concernés, parce qu'il faut également lutter contre les tabous, contre les habitudes, et souvent, ce qui est bien pire, contre la fatalité. C'est-à-dire la fameuse phrase « on n'en sortira pas ». Oui, bon, il y a la fatalité du raisonné, si vous voulez, du désespoir, le « on n'en sortira pas ». Il y a la fatalité religieuse. Oui. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Hein. La fatalité religieuse n'est plus une fatalité, c'est votre façon de concevoir la vie et la mort. J'ai vu en Inde, à quelques mètres
de petits marchés qui s'étaient constitués au croisement des chemins au Bihar pendant la grande famine de 67, où il y avait des petits tas de graines, de céréales, de légumes, quelques fruits desséchés, des gens mourir parce que ces gens étaient persuadés que c'était leur destin. L'idée même de se jeter, n'est-ce pas, sur cette nourriture dans un acte de survie ne leur venait même pas. Donc cette fatalité-là, il ne faut pas demander à l'UNICEF de la résoudre. L'autre fatalité qui est plus maniable, dont on peut s'occuper dans une certaine mesure, nous essayons de le faire en essayant de... Il y a une expression de la langue française qu'on emploie dans certains pays d'Afrique, de conscientiser, de sensibiliser, si vous préférez, les gens quant à la possibilité de résoudre ces problèmes. Et c'est pourquoi, tout en essayant d'atteindre les gens qui jusqu'à présent étaient au-delà de l'atteinte des actions du développement et de l'aide humanitaire, nous essayons d'intéresser ces personnes elles-mêmes, n'est-ce pas, ces populations, à prendre leur propre destin en main. L'action d'aujourd'hui de l'UNICEF n'est pas une action où nous faisons, c'est une action, comme je vous l'ai dit avec mon petit exemple de la langue hindoustanie, où nous faisons notre possible pour convaincre les personnes en question, ces populations appauvries, miséreuses. Miséreuses, attention, parce que certaines d'entre elles ont une dignité qui nous fait honte. Oui. C'est extraordinaire à voir. J'aimerais voir sur Terre une famille plus digne que celle du plus pauvre des Rajasthanais. Ça n'existe pas. C'est extraordinaire. Je vous dis, on a honte à voir ça. Bon, elles sont donc dignes, mais bien sûr, elles sont dans un état lamentable, vu de notre point de vue, et certainement sur le plan matériel. Il faut donc que ces gens-là se rendent compte qu'il est possible qu'ils vivent mieux, et surtout que leurs enfants peuvent vivre mieux. Puis il faut dire qu'il n'y a pas seulement la charité, au-delà de la charité, il y a la justice. Oui, il y a la justice. La justice n'est pas une chose qui arrive toute seule, c'est une chose qu'il faut créer, n'est-ce pas? Et je crois qu'une action concertée sur le plan international, sur le plan national des pays en développement, et surtout avec la participation véritable des populations de ces pays, amènera peut-être une certaine justice, je dis une certaine justice, pas la justice absolue, mais une certaine justice qui n'existe pas aujourd'hui. Vous serez d'accord, Gordon Carter, pour dire qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas agir? Je serai d'accord, Monsieur Chancel. Donc, Roger Pic, nous allons essayer la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain, d'aider l'UNICEF, d'aider toutes les autres associations qui se battent, qui luttent pour que les hommes aient moins faim, pour que les enfants aient une vie à eux et non pas des petites espérances. Vous pensez qu'on éclairera un peu, que la lumière viendra? Je l'espère, c'est le but que nous nous sommes fixés en tout cas. Il faudra peut-être sauver le monde, est-ce un pari impossible? Je pense que c'est une nécessité, car quelle est l'alternative? Enfin, protéger les enfants, c'est d'abord, enfin à mon avis, c'est d'abord et surtout instruire les parents, et vous le disiez, c'est tout d'abord un problème d'information. Il faut commencer par là, et je crois que la radio et la télévision et la presse sont de surmoyens, et si on sait bien les utiliser. Jacques Chancel, sans la radio, la télévision et la presse, l'UNICEF en tant qu'organisation ne survivra pas. Et donc l'action qu'elle entreprend, elle-même ne survivra pas. Vous me permettrez de vous dire, parce que je tiens à le dire, que notre action et tout ce qu'elle représente doit énormément au soutien qu'elle reçoit des masses médias du monde entier. Vous suivrez donc attentivement Tant que les hommes auront faim, mercredi prochain sur Antenne 2. J'y serai. Ah, vous y serez, vous participerez. Ah, parfait. Je voudrais, puisque nous avons dit un certain nombre de choses graves et sérieuses, je voudrais vous citer une très belle phrase de Georges Bernanos. « J'ai juré de vous émouvoir d'amitié ou de colère, mais qu'importe. » Merci. Merci, Gordon Carter.